Cette semaine, je vous amène dans un lieu mythique. Il y a des admirateurs dans le monde entier. C'est le désert de Retz qui se trouve sur la commune de Chambourcy. Je suis en présence de Pierre Mange. Vous êtes député maire de Chambourcy. Vous avez acquis au nom de la commune ce désert de Retz. Alors, mythique, hein? En effet, mythique, il exerce une fascination sur tous les visiteurs qui ont pu en effet déambuler dans cet espace absolument extraordinaire, créé à la fin du XVIIIe siècle, ce jardin anglo-chinois, et qui a vocation à créer une sorte de jardin d'Éden disparu, de microcosme du monde, au travers des essences qui avaient été importées dès la fin du XVIIIe siècle, de tous les continents, et des fabriques qui chacune représentent une civilisation qui a marqué l'histoire de l'humanité. Donc c'est le rêve, il faut dire un mot, c'est François Racine de Montville, hein, c'est ça, qui est le créateur dans les années 1770. Voilà, rêve d'universalité. On est au siècle de lumière et c'est un petit peu ça. Hein, Absolument. Cette aspiration à la connaissance se matérialise au travers de la connaissance de la nature, qui a d'ailleurs été savamment ordonnancée par les soins de Monsieur de Montville, puisque l'architecture paysagère fait référence au paysage anglais, hein, au jardin anglais, mais aussi piqué d'exotisme, dans la mesure où les essences qu'il fait venir de tous les continents, eh bien, sont là encore une connaissance du patrimoine naturel, mais international. Et les fabriques, c'est-à-dire ce qui est issu de la création du génie humain, de la main des hommes, qui, dans le cadre d'une lutte permanente entre la puissance de mère nature et de cette création donc humaine, eh bien, a vocation à s'opposer, voire s'équilibrer, et donc dans ce défi permanent, et s'incarne au travers de ces fameuses civilisations. Qui représentent absolument la Grèce, Rome, mais aussi la Chine, enfin, il y a absolument tout. Et derrière nous, peut-être le monument le plus célèbre. Alors le monument le plus célèbre, en effet, au-delà du temple de la pyramide que vous évoquiez, ou du théâtre grec ou de la tente mongole, il y a en effet cette fameuse colonne détruite qui fait très clairement référence au mythe de la tour de Babel, c'est-à-dire la matrice originelle de l'humanité, et qui finalement essaime ses enfants au travers des différentes civilisations qui elles-mêmes sont incarnées par ces différentes fabriques. Et on le voit bien au travers de cette référence à la tour de Babel, puisque le fait donc de la colonne est inachevé, la façade est striée par un éclair qui exprime la vengeance divine et qui s'est traduit par le fait que les hommes parlant une langue universelle, ils furent amenés à parler des langues différentes et la construction s'arrêta. L'éclair est d'origine, hein. Voilà, c'est pas du tout une destruction. Alors évidemment, quand on acquiert un domaine comme ça, je dis encore, voilà, ça fascine le monde entier hein, depuis Louis XVI, enfin. Il y a des personnalités du monde entier qui sont venues ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'un domaine comme ça? Alors ce lieu a d'abord vocation. Question que vous posez, je Tout à fait. Alors ce lieu a d'abord vocation à être réouvert au public. C'est une propriété de la commune, et donc il fallait impérativement que, au travers de cette possession donc publique, eh bien cela puisse fournir les garanties donc de pérennité et d'accessibilité à la population française et je dirais au peuple au pluriel en général, puisque c'est un microcosme du monde. Le deuxième point, c'est que au-delà de la promenade, de la déambulation esthétique et poétique, c'est aussi une invitation à cette réflexion sur la connaissance, la diversité des peuples, des civilisations, et ce sera aussi l'objet donc de saisons artistiques, culturelles, où les arts majeurs se déclineront, théâtre, danse, chant, musique, et enfin, au-delà de cet homme complet qui est exalté à la fin donc du siècle des Lumières, c'est aussi un lieu de réflexion sur les grands défis auxquels notre monde est confronté, qu'ils soient environnementaux, géopolitiques, ethniques, religieux. Donc il y aura des dizaines de manifestations qui vont se dérouler dans ce lieu, enfin, qui va être utile à ça. Absolument, car la culture, par définition, c'est un élément, et c'est un élément donc de notre patrimoine qui n'a pas vocation à être réservé à l'élite. C'est pas le passé simplement. Ce doit se transmettre au travers des différentes générations qui nous ont précédés et celles qui vont nous succéder. Merci infiniment. Donc voilà, j'espère que les gens viennent nombreux hein, déjà. Tout à fait, nous sommes débordés en fait par plein, les visites. Mais dès le printemps, il y aura de nouvelles visites. Donc, absolument, et nous serons absolument ravis de vous y convier. Merci infiniment. Merci. Sur l'agenda de cette semaine, premier événement, je vous amène à Vic, au musée d'art naïf de Vic. C'est pas très loin de Montfort-l'Amaury, pour une exposition qui s'appelle Au clair du fantastique. Alors les peintres naïfs, vous savez, c'est des peintres qui n'ont pas eu d'éducation artistique, mais qui ont créé un univers absolument fantasmatique, un univers qui n'existe pas, mais qu'ils ont peint avec une précision absolue. Et parfois, quand il s'agit par exemple du douanier Rousseau, eh ben, ça confine au génie. Deuxième événement, c'est à Fontenay-le-Fleury. Il s'agit non pas d'art naïf, mais presque, puisqu'après tout, le jazz, c'était de la musique naïve au départ, de la musique improvisée en tout cas, du jazz au Resto-Théâtre de Fontenay-le-Fleury,
tous les lundis soirs. Alors c'est un théâtre où on peut voir des spectacles, où on peut aussi se restaurer. Vous aurez des groupes de jazz absolument fantastiques tous les lundis, et ça commence le lundi 19 avec un as du washboard, qui est l'ancêtre de la batterie, et qui s'appelle Gilbert Leroux. Voilà pour les événements de cette semaine, et nous on se retrouve mardi pour d'autres aventures culturelles.